Bonjour Pascal Briand, merci d'avoir accepté l'invitation Ça me pour fait la plaisir. série. Est-ce que j'ai bien votre consentement pour enregistrer et diffuser l'interview? Tout à fait. Parfait. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui vous êtes, quelle est votre pratique, quelles sont votre formation, vos formations, vos influences? Vous commencez par l'ordre qui vous convient. Oui, alors Voilà. voilà. Alors, je vais me lancer, hein. Alors, Ouais, moi, j'ai fait ce qu'on appelle le baccalauréat ici. Donc, c'est vraiment les premières années d'université en ouais, psychologie, mais aussi en histoire de l'art. Ça m'intéressait énormément. Et puis, en histoire de l'humanité. Et puis, par la suite, j'ai fait ma maîtrise ou ce que vous appelez la licence dans une approche rogérienne. Donc, j'étais très intéressée par toute l'approche humaniste et j'ai été baignée dans toute la théorie du soi avec Cohut, avec Rolomé, avec Ellis, avec Greenberg pour la théorie des émotions. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu et ça a été mes premières amours en psychologie, en fait. Et j'ai travaillé, en fait, pour mon mémoire de maîtrise sur la confiance en soi et puis l'estime de soi. Ça aussi, ça m'a fascinée. Donc, j'ai commencé à pratiquer parce que le doctorat n'était pas obligatoire à ce moment-là au Québec, dans ouais. ces années Vous aviez 5 années de autrefois. formation, 3 ans de baccalauréat, 2 ans de maîtrise, c'est ça? En fait, ce qu'on appelle le bac plus 5. Voilà. Alors, donc, j'avais 5 ans d'université après avoir fait les études de base. Ouais. Et puis un stage, évidemment, d'1 an dans un milieu hospitalier. Mhm. Qui avait été très rigoureux et qui m'avait beaucoup plu aussi. J'avais commencé donc à faire de la pratique privée et puis j'ai été très intéressée en commençant cette pratique privée par le stress et par l'anxiété. Je réalisais qu'il y avait énormément de ma clientèle qui souffrait d'anxiété, qui souffrait de stress et ça m'a tout de suite intéressée de continuer mes études au doctorat, donc 5 ans supplémentaires parce qu'ici la formation c'était bac plus 10 en fait. Et puis, donc, je me suis dit, je vais aller faire 5 ans supplémentaires au doctorat pour D'accord. pouvoir peaufiner surtout ma connaissance de l'anxiété. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai rejoint le professeur André Marchand, Ouais. que vous devez connaître parce Oui, qu'il oui. avait écrit le livre La peur d'avoir peur, Mhm. et puis qu'il était déjà connu pour ses travaux sur les attaques de panique. Alors, j'ai été acceptée dans son laboratoire parce que c'est Ouais. toujours très contingenté ici. Et puis, il m'a dit, ben, écoute, Pascal, tu peux tout à fait te joindre si tu veux à des projets de recherche qui touchent les attaques de panique, mais on peut aussi envisager l'étude d'autres troubles. Alors, on peut voir ce qui peut être intéressant. Alors, j'ai commencé à regarder la littérature parce qu'évidemment, quand on a 5 ans d'études à faire, ça vaut la peine d'avoir un sujet qui nous On a passionne. du temps, voilà. Et puis, faut Tout à fait. que ça nous tienne en haleine pour 5 ans quand même. Il faut Voilà. quand même que ça nous passionne minimalement pour qu'on puisse continuer à travailler pendant 5 ans après ces premiers 5 ans. Donc, j'ai commencé à lire la littérature et ce qui m'a beaucoup touchée et émue, je dirais, c'était de constater qu'il y avait beaucoup de femmes agressées sexuellement dont on connaissait très peu les symptômes. Le stress post-traumatique était peu connu dans ces années-là et j'ai été très émue de constater que suite à un trauma qui est pourtant si répandu Mhm. et exercé depuis la nuit des temps, on connaissait très peu les symptômes de victimes d'agressions sexuelles. Mhm. Et donc, ça a été tout de suite un coup de cœur pour cette problématique et on a décidé de fonder un laboratoire spécialisé en études du stress post-traumatique avec André Marchand. Ouais. Et donc, ça a été mes premières connaissances, expérimentations en trauma. Et j'ai donc fait une expérimentation pour rencontrer des femmes qui avaient été violées il y a moins de 4 semaines. Et je les ai suivies ensuite, 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, pour pouvoir voir l'évolution de leurs symptômes et l'évolution de leur détresse, des réactions, et mieux comprendre pourquoi il y en a qui s'en sortaient mieux que d'autres. Qu'est-ce qui Mhm. faisait que certaines souffraient davantage, mais qu'est-ce qui faisait aussi que certaines s'en sortaient mieux que d'autres? Et est-ce que je pouvais apprendre de ces femmes-là qui semblaient mieux s'en sortir pour aider celles qui souffraient beaucoup? Et ça a été donc mon coup de cœur pour le trauma que je n'ai jamais laissé depuis ce temps. Ouais. Euh, Mais quels ont été, parce que c'était ça quoi m'a les vraiment facteurs? Parce que j'aimerais savoir, alors qu'est-ce que vous avez découvert? C'était quoi les facteurs protecteurs ou les facteurs qui pouvaient. Alors, l'étude a mis en évidence le rôle de l'attribution causale. Donc, je m'intéressais déjà beaucoup à toute la thérapie cognitivo-comportementale. Ouais, ouais. Le doctorat était spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale et donc je trouvais que ça s'arrimait extrêmement bien avec tout mon bagage humaniste, rogérien, que j'avais déjà beaucoup aimé.
Et j'étais très intéressée à la façon dont on attribuait l'agression sexuelle. Est-ce que la façon dont on considérait la cause du trauma Mhm. jouait dans notre établissement? Et est-ce Mhm. que ça pouvait avoir un lien avec la honte et la culpabilité? On sait à quel point ce sont des facteurs très importants. Ouais. Et d'ailleurs, nos résultats de recherche ont montré que la honte et la culpabilité et l'attribution causale interne avaient énormément d'impact sur les symptômes Mhm. post-traumatiques, mais aussi sur les symptômes dépressifs. Et ça Ouais. m'a fascinée parce que je me disais, c'est intéressant, on a donc une piste d'intervention ici. On Ouais. peut modifier, en tout cas adresser directement l'attribution causale des victimes d'agressions sexuelles. On peut les aider à transformer cette interprétation de la cause de l'événement Mhm. et donc ça peut avoir un impact sur leur souffrance et on peut donc les aider et les soulager. Et ça m'a fascinée. Et il Ouais. faut dire que moi, je viens d'une famille de coopérants internationaux. Je suis née, moi, en Europe et puis on a voyagé. Mon père est canadien et ma mère est suisse. Et donc, on a voyagé à travers l'Afrique pendant toute mon enfance et j'ai donc été aussi touchée beaucoup par ce côté traumatique, ce côté de la misère sociale et ce côté de l'attribution parce que, en fait, la minorité visible, ça a été moi toute mon enfance et je trouvais ça très intéressant de Mhm. comprendre les interprétations des victimes, de voir comment elles considéraient ce qui s'était passé et Mhm. puis de sentir qu'on pouvait donc avoir un impact Mhm. sur les symptômes qu'elle pouvait vivre. D'accord, ok. Vous avez uniquement une vision cognitivo-comportementale, peut-être que parce que vous avez cité des auteurs qui vous plaisaient, qui ne sont pas uniquement de ce courant. Donc je me dis peut-être vous avez des influences ailleurs aussi. Ah ben, en fait, les 5 premières années, ça a vraiment été très, très rogérien, très Ouais. humaniste, très théorie du soi. Et puis, les 5 années qui ont suivi de doctorat, où j'avais encore presque 3 ans de stage en milieu clinique, en plus d'avoir tous les cours théoriques et la thèse de doctorat, ça a été vraiment baigné dans une approche de cognitivo-comportementale. Mhm. Et donc, j'ai été très influencée par, évidemment, Beck. J'aimais beaucoup sa vision de la cognition, mais aussi par Edna Foa. C'est une grande dame qui a travaillé au départ avec le trouble obsessionnel compulsif, mais Ouais. qui a beaucoup développé le trouble de stress post-traumatique, l'élément de la structure de peur particulièrement, les stratégies d'exposition qui m'ont fascinée, que j'utilise toujours. Et puis une autre grande dame du TSPT qui est Patricia Rezic, que j'aime beaucoup, qui a travaillé à ne développer que des groupes pour des femmes victimes d'agressions sexuelles et des groupes qui se centraient spécifiquement sur les schémas cognitifs et qui a pu démontrer que ces groupes pouvaient diminuer la souffrance en travaillant justement sur l'attribution causale, sur les Mhm. interprétations, la vision des femmes du monde, de l'univers, de la société, mais aussi leur vision d'elles-mêmes. Et donc, je vous dirais que si j'avais à définir mes orientations théoriques, ça a été ça. Maintenant, je suis dans une autre phase où j'ai été me former avec John Kabat-Zinn à New York, Ouais. donc en méditation en pleine conscience. Ça reste quand même un prolongement. Ça reste dans la même idée d'être sur une troisième vague, c'est ça, hein. Voilà, tout à fait. J'ai trouvé ça très intéressant, même si John considère que ce n'est pas un courant qui est thérapeutique, qui est curatif. Je trouve ça très intéressant de pouvoir l'offrir aussi dans le maintien des acquis thérapeutiques, donc tout ce Donc vous qui est l'utilisez, voilà. pleine conscience, et puis tout le mouvement de Teasdale, de Siegel, de Christophe André chez vous, que je connais très bien, qui est de comment est-ce qu'on peut rajouter cette méditation, cette connaissance de soi, cette possibilité de se laisser déposer pour maintenir justement les acquis thérapeutiques. Vous avez toujours des bons résultats par rapport à ça? Parce que je suis tombé sur une étude où on montrait que pour certaines personnes, le niveau d'angoisse ou de dépression pouvait monter peut-être temporairement. Moi, je sais que j'ai pu constater ça parfois dans une ancienne recherche que j'avais faite sur la pleine conscience. Est-ce que vous voyez toujours un bénéfice pour les patients ou est-ce que parfois c'est compliqué à utiliser? Ça peut… Et en fait, nous, on l'utilise beaucoup. Alors, on est à l'Institut Alpha aujourd'hui. L'Institut Alpha, c'est un institut que j'ai fondé à Montréal qui est spécialisé dans le traitement de l'anxiété Ouais. et puis dans le traitement de l'anxiété sous toutes ses formes et évidemment, spécifiquement dans le traitement aussi du stress post-traumatique et du deuil traumatique. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ça a été aussi très grand intérêt de ma part.
Mhm. Et donc, comme je vous le disais, Maximilien, nous, on utilise vraiment toutes les stratégies humanistes et cognitivo-comportementales Mhm. dans la phase curative ou en fait dans la phase vraiment d'accompagnement. Et on va utiliser la méditation pleine conscience dans la phase de maintien Ouais, d'énergie. d'accord, ok. Parce qu'effectivement, on a remarqué que pour certaines victimes, ça entraîne de l'anxiété, Mhm. de pouvoir se laisser déposer dans le moment présent. Et puis, tant que les flashbacks ne sont pas travaillés ou Oui, adressés. tant qu'ils sont présents, on risque de réactiver ça en fait en mettant les personnes dans le présent et dans leur corps. Ouais. Ben, en fait, les flashbacks prennent beaucoup de place et entraînent beaucoup d'anxiété à ce moment-là. Et être conscient de leur univers cognitif, c'est d'être conscient de tous les flashbacks et ça entraîne énormément de souffrance. Donc, on va faire ça par la suite quand il n'y a pas cette espèce d'univers où ils sont bombardés par les flashbacks sans cesse. Et puis, ça va être à ce moment-là beaucoup plus efficace. Mais c'est intéressant, c'est important ce que vous dites parce qu'en connaissant bien la clinique du traumatisme, vous pouvez après utiliser entre guillemets des outils ou des stratégies au bon moment parce que par moment les gens peuvent dire ah bah ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne pas bien, mais est-ce que ça a été utilisé au bon moment? C'est la question aussi. Donc Tout là, à on est fait. La hyper question conscient. du timing, comme on dit Ouais, ici, ouais, très importante parce qu'on va, par exemple, travailler beaucoup le travail des cognitions. Et puis souvent, quand je fais de la supervision auprès des psychologues seniors, ils vont me dire ah, Pascal, la restructuration cognitive classique, c'est tellement ardu, c'est tellement dur. Et puis quand je leur demande de m'apporter des vidéos où ils s'enregistrent en train de faire de l'intervention, parce qu'on fait beaucoup ça ici au Québec, on s'enregistre, on a des salles avec des miroirs sans teint où on peut s'observer en train de travailler. ouais. Et puis on les amène en supervision. Et quand on fait l'analyse microscopique et macroscopique des entrevues qui ont été enregistrées, on peut déterminer que oui, c'est une très bonne stratégie, mais ce n'était pas le bon moment de l'utiliser. Ouais. Et vous avez utilisé la restructuration cognitive de façon beaucoup trop terne, beaucoup trop orthodoxe, ce qui a fait en sorte que c'était pas du tout dans le côté ludique, c'était pas du tout quelque chose qui permettait une souplesse cognitive. Et puis, ça a fait en sorte aussi que, comme vous l'avez utilisé trop tôt, le Ouais. travail des émotions n'a pas pu être fait et vous avez braqué votre victime. Et à ce moment-là, vous êtes dans un duel ensuite où vous êtes dans l'abstrait à essayer de déterminer qui a raison dans vos interprétations. La victime a l'impression que vous voulez qu'elle pense autrement. Et là, Mm. bien, c'est foutu. Alors que c'est une stratégie fascinante. Et quand Ouais. elle est bien utilisée et quand elle est au bon moment, et quand on a travaillé tout le travail des émotions et de la relation avant, quand elle arrive à ce moment précis, elle est vraiment très, très, très utile et appréciée. Mm. Mais sinon, décalée, elle donne l'impression d'être rigide, elle donne l'impression que c'est trop abstrait, et puis, bien, à ce moment-là, c'est désagréable et pour l'intervenant et pour la personne qui est aidée. Ça me rappelle à Lausanne, il y a eu quelques études qui parlaient de ça, de la question de l'alliance thérapeutique, mais il y a aussi un auteur qui s'appelle Louis Castonguay, qui était au Québec pendant ses premières études, qui est parti aux États-Unis, avec qui j'avais pas mal discuté, et qui, une de ses premières études, je crois qu'il était encore sur le sol canadien, avait fait une étude de mémoire TCC dépression, et qui montrait que quand l'alliance thérapeutique n'était pas bien engagée, en fait, les outils ne permettaient pas que les patients aillent mieux, voire même ça pouvait empirer les choses, et qu'il y avait un accordage obligatoire à trouver, alors entre un bon moment, comme vous le dites, mais également un accordage relationnel avec les gens qui font qu'on peut déployer un outil et qu'il puisse avoir un impact thérapeutique plutôt que d'être mal vécu. Donc c'est exactement de ça dont Et on je parle. pense que c'est pour ça que j'ai tant aimé cet accord entre la TCC et puis l'humanisme dans le travail du trauma. Parce qu'on travaille avec des gens qui ont été trahis par la vie, par la société, par la nature humaine, et qui viennent pourtant voir un autre être humain. Mm. Et une des premières choses importantes, c'est de réparer ce lien avec la nature humaine. Et on est, en quelque sorte, un objet qui allons réparer, qui allons penser, P-A-N-S-E-R, là, qui allons réparer quelque chose pour permettre un apprivoisement, un abandon de nouveau dans un endroit sécurisant, dans un endroit avec une acceptation inconditionnelle, avec Mm. quelqu'un qui est chaleureux, qui est empathique, mais pour permettre que ça puisse fonctionner, il faut aussi croire que l'être humain n'est pas que dangereux, violent ou pervers, tel que ce qu'ils ont vécu lors du trauma. Donc, effectivement, cette alliance thérapeutique, elle est majeure dans le travail des victimes qui ont vécu un trauma souvent innommable, horrifiant, et puis quelquefois plus pervers et déshumanisant. Donc, cette alliance, elle est
très importante à établir et elle permet à toutes les stratégies par la suite d'être efficaces, d'être utiles, d'être vécues de façon agréable parce qu'il y a cette base qui est installée dans la relation. Il vous est déjà arrivé de changer un peu la trajectoire que vous aviez mise en place au départ avec un patient pour finalement faire autre chose? Toujours, à chaque séance, hein, on s'ajuste, c'est toujours un apprivoisement avec les Qu'est-ce qui patients. Et fait nous, ça? on n'utilise pas Un à exemple, justement? l'habitude des manuels où on Oui, y va avec les séances. Les gens ont souvent ça. pourtant, vous en avez des manuels. Moi, je m'en souviens, vous en avez énormément. Mais justement, ça m'intéresse beaucoup. Ces moments où on suit quelque chose et puis on se dit, je mets ça de côté, je fais autre chose. Et Bien donc, sûr. je me demandais qu'est-ce qui fait que… Alors, je sais que vous n'allez pas avoir une réponse toute prête, mais est-ce que vous avez un exemple ou une explication qui fait qu'à un moment donné, vous changez de direction? Je pense que souvent, les traitements manualisés, ils sont extrêmement utiles en recherche parce qu'ils nous permettent de pouvoir comparer des populations Mm. différentes Oui, en étant sûr qu'on a pu faire des stratégies reconnues ou qu'on veut tester davantage pour voir quel est leur effet thérapeutique. Maintenant, en clinique et avec tous les collègues que j'ai ici à l'Institut Alpha, on s'est familiarisé avec ces manuels quand on était au début de notre formation, de notre pratique, et ils sont extrêmement utiles. Moi, je vois ça comme étant comme un atelier, quand vous avez des gens autrefois avec Léonard de Vinci ou avec Michel-Ange, bien autrefois, il fallait vraiment comprendre la perspective, comprendre la sculpture, comprendre la peinture à l'huile. Et puis, une fois que vous avez maîtrisé cette façon d'être extrêmement organisée, que vous la comprenez, là, c'est le temps justement de pouvoir sortir du cadre. et Et l'histoire de l'art qui revient là finalement pour nous éclairer sur la thérapie. Mais je qu'est-ce le vois qui comme fait… ça, avec mes Ah oui, superviseurs, je le vois comme ça, je me dis, c'est important que tu le maîtrises, ce manuel. exactement. Oui, oui. Il Il a faut beaucoup connaître les bases. Ouais, voilà, oui, il a beaucoup connaître les bases. d'histoire. Il ne découle pas de rien. Il découle de beaucoup de novateurs, de gens qui ont défriché le terrain. Euh, Ouais. Ça a l'air maintenant très simple, mais c'est pas vrai. Et une fois que tu vas avoir maîtrisé ça, tu vas pouvoir justement avec souplesse l'adapter, Hmm. faire appel à tout ce que tu as pu aimer toi-même quand tu étais en thérapie. Hein, qu'est-ce que tu as apprécié de ton thérapeute? Qu'est-ce que tu as trouvé bien? Mais il y a aussi des fois où on se dit, non, ça, j'ai pas du tout aimé ça, je le referais pas moi. Si c'était moi, j'ai pas envie de vivre ça et de faire vivre ça à quelqu'un. Donc, qu'est-ce que tu as aimé toi-même dans tes expériences de thérapie? Et qu'est-ce que tu as aussi aimé dans les formations et que tu as envie d'intégrer? Et Hmm. maintenant, développe ton sens clinique pour comprendre le bon moment, le bon timing et Hmm. pouvoir justement aller chercher des outils supplémentaires qui vont rendre non seulement ton intervention plus efficace, mais aussi ta qualité de présence et de relation avec la personne qui est devant toi. Et Hmm. c'est comme ça qu'on travaille avec les supervisés, justement. Si on fait une dernière question sur le trauma, enfin ça peut être une des dernières, mais je me posais la question du débriefing. Est-ce que vous êtes partisan de l'utilisation d'un débriefing post-traumatique le plus rapidement possible, ou est-ce que pour vous, il y a des moments où ça n'est peut-être pas le plus pertinent à mettre en place? C'est une question assez basique hein, sur le trauma, mais ça Oui. fait des années que je la vois être débattue. Je sais que certains ont une vision comme ci, puis d'autres une vision comme ça, donc je me demandais ce que vous en pensiez. Encore une fois, D'accord. on ne pourra pas répondre en 2 minutes, hein, mais Non, on a du temps. Alors, moi, je peux prendre quelques minutes quand même pour répondre oui, parce que quand même, bah, évidemment. c'est une question complexe. C'est une question qui vient d'un très bon sentiment, c'est-à-dire est-ce qu'on peut offrir rapidement à des gens qui ont vécu quelque chose d'horrifiant une stratégie pour pouvoir les aider à moins cristalliser les symptômes. Alors, vous connaissez un petit peu l'historique du débriefing, hein, Maximilien, comment ça a été développé d'abord par des gens qui vivaient dans une organisation, donc des pompiers, des policiers, c'était organisé dans les 24 heures. Et puis, c'était des gens qui avaient vécu tous la même chose en clan. On l'a fait aussi avec des militaires. Et on offrait assez rapidement une possibilité de groupe. Alors, c'est très important, c'était 24 heures. Dans les 24 heures, c'était tous en groupe. Et il y avait des stratégies très pointues et très précises. Alors, j'utilise le passé, vous allez voir pourquoi. Alors, on demandait à tous de se présenter, on demandait à tous de reparler de l'événement traumatique, Mhm.
de refaire le scénario pour que chacun puisse être au courant de ce qui se passait. On favorisait beaucoup une espèce de catharsis émotionnelle, comme si on avait une mentalité de vapeur, d'eau, hein, c'est-à-dire, ça a été un peu ça avec la psychologie. Maintenant, ça a changé, mais on avait l'impression que plus on exprimait quelque chose, moins on aurait à l'exprimer demain. Alors, on sait que ce n'est pas le cas, mais il y avait un peu cette mentalité de plus on pleure maintenant ou plus on exprime maintenant, bien moins on va le faire demain. Donc, on maximisait la catharsis émotionnelle et puis on favorisait aussi à donner de l'information. On se présentait soi-même comme intervenant. On identifiait aussi les personnes à risque. Et puis, jusque dans les années 2000, on a eu vraiment l'impression que c'était le gold standard, c'est-à-dire l'intervention étalon, où on se disait, bien, il faut faire ça. Et on avait beaucoup de difficultés à faire de la recherche parce qu'on ne pouvait pas prendre des personnes qui avaient été traumatisées, les séparer en deux et dire, bien, ce groupe-là ne recevra pas de débriefing et celui-là va en recevoir parce qu'il y avait tellement un préjugé favorable envers le débriefing qu'on avait l'impression qu'on enlevait quelque chose d'important à des gens traumatisés et nos comités d'éthique refusaient Et éthiquement, ce n'était pas accepté. Ouais. Voilà, tout à fait. Jusque dans les années 2000, où là, on a dit, bon, maintenant, on n'a que des informations sur le fait que les gens aiment le débriefing. C'est tout ce qu'on a comme information pour l'efficacité du débriefing. Oui, parce que... oui, on a des données subjectives, mais on n'a pas de données objectives. Et là, ce qu'on a fait pour essayer de contourner un petit peu le comité d'éthique, c'est qu'on a dit, on va faire des groupes qui ne recevront pas tout de suite le débriefing, mais qui vont le recevoir plus tard, et des groupes qui vont le recevoir immédiatement. Et ce qu'on a vu, quand même, a ébranlé toute la communauté scientifique parce qu'on a réalisé que non seulement il y a des études qui montraient que ce n'était pas efficace pour prévenir les symptômes à long terme, hein, parce que c'était ça l'objectif, de prévenir la détresse à long terme. Ça pourrait augmenter. Il y avait même des études qui montraient que ça augmentait, que les gens qui avaient Bien vécu ça. Voilà. souffraient davantage. Et donc là, on s'est tous remis en question. Je me souviens encore de ces congrès, particulièrement l'ISTSS, qui est un congrès extraordinaire, fabuleux de l'International Society for Traumatic Stress Studies, où j'ai été témoin d'Edna Foa, Rézik, Il y avait l'hypothèse de l'exposition vicariante au trauma, finalement. Bien, en fait, il y a eu deux choses. C'est qu'on s'est dit, bon, d'abord, les gens apprécient. Ça donne aussi l'impression d'être pris en considération. Hein? C'est-à-dire que si je viens de vivre une explosion dans une usine, comme celle que vous avez pu vivre, par exemple, à Toulouse, et ne rien recevoir du tout de personne, ça peut donner l'impression qu'on n'est pas important. En même temps, des fois, on arrivait comme psychologue, comme des sauvages, en ayant l'impression qu'on avait la vérité, et puis qu'il fallait faire des choses très techniques, et puis ça allait être miraculeux, ce qui ne correspondait pas du tout à l'esprit, finalement, clinique. Hein. Alors, ce qu'on a réalisé depuis ce temps, c'est est-ce que c'est possible qu'on ajuste le débriefing pour maximiser les effets positifs et qu'on diminue les effets négatifs? On a donc fait actuellement, c'est on remet en question le 24 heures. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de se laisser déposer, qui n'ont pas besoin de se laisser brusquer. Et on a beaucoup moins la possibilité de leur dire maintenant, il faut absolument que ça se fasse parce que ça marche miraculeusement. On n'a plus les bases empiriques pour pouvoir dire ça. Deux, la format de groupe. On faisait des groupes à gogo avec des gens qui n'étaient pas nécessairement formés, avec des pères aidants, des fois, des anciens collègues. On a réalisé que non, ça prend vraiment des gens qui sont formés non seulement en trauma, mais qui sont formés en groupe, qui sont capables de gérer des régressions importantes, gérer des troubles de personnalité, gérer des gens qui s'effondrent. C'est pas vrai qu'on peut faire ça juste avec une formation de 3 heures. Ça prend des professionnels qualifiés et experts. 3, est-ce que c'est nécessaire qu'on repasse à travers tous ensemble le trauma au complet? Parce que si je suis pompier et que moi, j'ai été chercher le pauvre enfant qui a été calciné au 5e étage, est-ce que c'est nécessaire que Jonathan, qui est au rez-de-chaussée, sache comment j'ai trouvé le cadavre? Moi, comme psychologue, je suis capable d'entendre ça. Mais c'est pas sûr que Jonathan a envie d'entendre ça d'un collègue. Donc, la contamination des détails a fait en sorte qu'on remette en question la nécessité de cette stratégie-là en particulier. Et puis, on a remis en question la catharsis émotionnelle. Il y a des fois où on va faire du groupe, et puis il y a des gens qui sont dans la retenue, il y a des gens qui n'ont pas envie de s'exprimer, et on va beaucoup mieux maintenant
accueillir ça, offrir du soutien individuel, parce que là encore, on avait vu une contamination émotionnelle, des gens qui disaient, oui, j'étais contente d'entendre tout le monde, mais je suis encore bouleversée par ce que Stéphane a pu dire et pleurer à gros bouillon. Je ne suis pas habituée à voir ce collègue-là pleurer. Alors, nous, encore une fois, on est capable d'accueillir cette détresse intense, mais pas nécessairement tous les participants. Ouais, exactement. Donc, on est beaucoup moins dans la vision de ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire est-ce qu'on en fait ou pas, mais on est beaucoup plus maintenant, au point de vue de la recherche et de la clinique, à essayer de maximiser cette intervention qu'on sait apprécier. Hein, on sait qu'elle est appréciée, mais est-ce qu'on peut maximiser le fait qu'elle soit utile en faisant attention au potentiel de détresse? Maintenant, vous savez que, bon, ça c'est mon opinion toute personnelle parce que moi, je suis plutôt spécialisée dans tout le traitement à moyen et long terme, aux stratégies, beaucoup plus de fond au sein des interventions. Comme je vous le disais tout à l'heure, à l'Institut Alpha, on rencontre des victimes qui ont été traumatisées, donc autant des policiers, des travailleurs humanitaires, des militaires, des femmes qui ont été agressées sexuellement, mais aussi beaucoup d'endeuillés traumatiques. Et ça a été aussi une évolution, Maximilien, dans mon cheminement professionnel parce que j'ai donc eu ce coup de cœur pour le TSPT. J'ai travaillé pendant 17 ans dans une unité surspécialisée en trauma et en anxiété dans un hôpital. Mais au fur et à mesure des années, il y a des gens qui venaient me voir et qui me disaient, bon, Pascal, je sais que tu travailles avec des gens qui ont vécu une agression ou qui ont vécu un trauma. Moi, je n'ai pas vécu d'agression de trauma. Moi, j'ai vécu une perte. Par contre, quand je vais dans des groupes de deuil et que je raconte ma perte, je traumatise tout le monde. Parce que moi, j'ai eu mon fils qui a été assassiné. Moi, j'ai eu mon conjoint qui s'est suicidé. Moi, j'ai eu ma fille qui est morte dans un accident de voiture horrible. Et donc, quand je vais dans des groupes de deuil, bien, on ne reconnaît pas que j'ai des flashbacks. On va me parler des 4 étapes ou des 5 étapes de deuil. Mais qu'est-ce que je fais avec mes flashbacks? Oui. Qu'est-ce que je fais avec le fait que je ne veux plus prendre la voiture depuis cet événement? Que je n'ai plus confiance dans un bateau parce que c'est comme ça que ma fille est décédée. Oui. Et donc, j'ai été très touchée par cette population-là qui était méconnue. Il y avait un pont, finalement. Il y avait un pont entre les deux, mais voilà. Je me dis que peut-être les catégorisations qu'on fait manquent la réalité qui est un peu plus large. Bien, en fait, elle est en mouvement. C'est pour ça que dans le DSM-5, il est à l'étude, ce nouveau diagnostic. Deuil complexe et persistant est actuellement à l'étude dans le DSM-5. J'aime ça que c'est fluide, ça bouge, on reconsidère d'anciens diagnostics, on en rajoute d'autres. Bon, on peut dire... C'est une vraie question. Hein, quand on est dans le catégoriel, c'est une vraie question. Hein. Moi, quand j'étais en formation en approche comportementale à Montréal, quand j'avais... un patient qui avait 5 diagnostics du DSM, à chaque fois je rigolais, je disais au superviseur, je commence par quoi? Oui. Parce que je lui ai dit, il y a un fil rouge peut-être à tout ça. C'était ça la question que je me posais tout le temps en fait. Non. Parce tout à fait. Quel est le portrait clinique qui transcende toutes ces catégories? Exactement. C'est ça qu'on veut faire, absolument. Et donc, c'était quelque chose qu'on connaissait très peu, le deuil traumatique, et ça a été justement l'objet de mon 3e livre parce que je trouvais que c'était une population qui était méconnue, qui ne recevait pas de soins spécifiques. C'est le dernier livre, c'est ça? C'est le 3e. C'est le 3e, c'est pas le dernier alors. Ah non, le dernier, voilà, qui vient de sortir. Il faut les compter aussi, parce que je ne sais plus, moi, au bout d'un moment. On en est au 4e, c'est ça, 4e épisode. Voilà. Et, en fait, c'est intéressant parce que le 4e est encore sur un autre ton. J'avais envie qu'on s'occupe de nous. J'avais envie qu'on s'occupe de soi. C'est pas un métier anodin de travailler avec des victimes, avec des endeuillés qui ont vécu des horreurs. Et je recevais au fur et à mesure de ma pratique, peut-être que c'était parce que... Des professionnels. Je recevais des professionnels qui souffrent de fatigue de compassion et de trauma vicariant. Et c'est le sujet de mon 4e livre, c'est-à-dire comment entretenir notre vitalité d'aidant, notre vitalité de soignant. Qu'est-ce qui fait qu'on peut souffrir de fatigue de compassion et de trauma vicariant? Comment est-ce qu'on peut continuer à entretenir notre vitalité? Parce que ça m'a beaucoup touchée de voir des professionnels dans mon bureau me dire, tu sais, Pascal, ça a été ma vocation, ce travail, et maintenant, il me tue. Et maintenant, je songe à quitter la profession. Et j'étais très touchée par ça parce que, d'une part, je me disais, mon Dieu, quel deuil!
individuelle, de se dire cette profession ne m'anime plus, ne me nourrit plus, mais aussi j'étais bouleversée au point de vue social. Je me disais, on manque tellement d'intervenants, on manque tellement de psychologues spécialisés. Cette personne-là qui va quitter, c'est plein de clients qui auraient pu avoir un bon service. Et puis, la société n'a pas les moyens de perdre ces intervenants valeureux qui avaient apprécié cette profession, qui ont une expertise. Ça a pris des années à la société pour les former. On ne peut pas les perdre. On n'a pas les moyens de perdre ces intervenants-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, parce que je travaillais avec ces intervenants, avec ces professionnels, avec ces psychologues, ces psychiatres qui voulaient quitter la profession parce qu'ils se sentaient usés, épuisés. Et puis, je me suis dit, vraiment, il faut qu'on entretienne notre propre vitalité. Il faut aussi qu'on songe à nous dans le processus de relation d'aide, parce que sinon, on va quitter ce milieu, puis ça serait vraiment dommage. Bon, bah, ça fait tout un programme alors. Donc, on aura 4 livres à lire de Pascal. Voilà, si ça vous intéresse, parce que sinon, il y a plein d'autres choses aussi. Plus léger à lire. Il faudra faire un bouquin sur l'histoire de l'art et la psychothérapie. Moi, je pense mais ça serait un grand, grand bonheur, ça c'est sûr. Il y aura des vraies choses intéressantes à dire, hein. Vraiment, je pense. Hein. Mais bon, c'est une suggestion. On en reparlera dans quelques années. Il faut plusieurs vies pour faire ses rêves. Exactement. Alors, j'aurais bien voulu, on a parlé clinique, j'aurais bien voulu qu'on parle un peu de la profession parce que ces vidéos, au départ, elles s'adressaient aussi aux 60 à 70 000 psys qui sont en France. Oui. Et le Québec, comme on sait souvent, est une sorte d'exemple qui fait fantasmer et rêver les Français, qui donc, en réaction, peut en agacer d'autres. Mais donc, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que tu penses de la profession de psychologue au Québec? Parce que toi, tu exerces uniquement au Québec. Je pense que tu ne travailles pas dans l'Ontario ou dans d'autres régions. Non, voilà, je travaille vraiment à Montréal. Donc, je travaille à l'Institut Alpha où je rencontre des patients. Ouais. Je fais beaucoup de supervision avec des psychologues seniors à l'Institut. Ouais. Mais depuis quelques années, j'ai aussi été engagée à l'Université du Québec à Montréal comme professeure. Et j'ai donc fondé un laboratoire de recherche qui s'appelle Trauma et Résilience et qui va se centrer sur des projets de recherche de victimes qui sont méconnues. Alors, c'est vraiment mon topo. Donc, dans une semaine, je te dirais que je donne des cours à l'université au doctorat, au niveau de doctorat seulement. Et puis, je vais voir aussi des patients à l'institution. On peut faire ça au Québec. On peut faire les deux. Mais alors, comment ça se passe la profession au Québec en ce moment? Parce que, déjà, il y a un truc qu'on entend souvent, c'est qu'il n'y a pas tant de professionnels que ça, contrairement à la France où on a beaucoup de professionnels. J'aurais voulu savoir ton sentiment par rapport à tout ça. Est-ce que vous vous connaissez bien entre vous? Est-ce que vous communiquez bien entre vous? J'aurais voulu savoir… On est quand même 7 à 8 000 quand même pour une population qui est quand même toute petite. Hein. On est seulement 8 millions. Donc, je pense que le ratio est le plus élevé de toutes les provinces canadiennes. En même temps, il n'y a pas tant de difficultés pour trouver du travail non plus. Ah non, mon Dieu, pas du tout. Hein. Voilà. Donc, demain matin, les psychologues qui viennent à l'Institut, demain matin, ils ont une pratique clinique complète. C'est sûr, on est débordé de demandes ici. Donc, non, ce n'est pas difficile du tout. Je pense que, encore une fois, le fait français, on est très socialement sensibilisé à l'expertise des psychologues ici. Donc, pour répondre à ta question, Maximilien, les psychologues sont très bien reconnus. On sait que c'est des gens qui ont fait un bac plus 10. On sait que c'est des gens qui ont eu une formation de pointe dans une université avec au moins 3 années de stage de façon très rigoureuse où il va y avoir de la supervision en arrière du miroir. Pour tous les psychologues, tu vois, à l'université, ils doivent avoir 1 an où ils interagissent avec des patients et ils ont de la supervision enregistrée sur vidéo avec des analyses microscopiques et macroscopiques de leur entrevue. Donc, la profession auprès de la population est très reconnue. Je pense que l'Ordre des psychologues a beaucoup travaillé à faire reconnaître ça. On se fait un point important aussi, notre titre nous autorise à porter le nom de docteur. Donc, quand je travaille à l'hôpital, à l'université ou à l'Institut, on a le titre de docteur. Ça aussi, ça joue parce que ça met la profession médicale sur un pied d'égalité avec la profession psychologique. Donc, les psychologues sont reconnus comme étant les professionnels vraiment de la santé mentale, je dirais. Alors, avec les psychiatres, alors?
Tout à fait, mais Il les n'y a pas de psychiatres, difficulté entre vous, entre psychologues et psychiatres, ça se passe comment? Parce que moins ces dernières années, je te dirais que les guerres de clocher ou de profession sont beaucoup moins présentes. En tout cas, moi, je les sens beaucoup moins ces dernières années. On est assez ouvert à tout ce qui est intégratif et à la reconnaissance de la profession de l'autre qui serait différente. Alors, les psychiatres peuvent faire de la psychothérapie, bien sûr, mais au Québec, ils sont beaucoup plus, ils travaillent beaucoup plus en milieu hospitalier et ils ont beaucoup plus tout le rôle vraiment physique médical, c'est-à-dire tout le côté vraiment de la médication. Alors, je ne veux pas catégoriser, bien sûr, hein, je ne veux pas caricaturer non plus, mais en général, ça ressemble un petit peu à ça. ils ont ce pouvoir que les psychologues n'ont pas. Tout à fait. Voilà, ça se discute par contre. Hein. À l'Ordre des psychologues, il y a un courant de collègues qui voudraient nous permettre de pouvoir prescrire certains types de médicaments. Ça se fait déjà dans d'autres provinces canadiennes. D'accord. C'est en discussion, ça soulève des passions, évidemment. C'est vrai que c'est plus la même posture, c'est plus la même relation qu'on va avoir aussi. Voilà, Mais tout à fait. Mais il faut comprendre qu'ici, le système médical, c'est peut-être le talon d'Achille du Québec, c'est-à-dire vous devez avoir entendu que souvent, si on va à l'urgence, par exemple, on peut attendre 24, 36 heures à l'urgence avant de rencontrer un j'y suis allé. Voilà, tout à fait. Voilà, bah, j'y suis C'est pour ça passé. qu'on appelle ça des patients. Hein? Il faut vraiment être patient. Alors, c'est peut-être ça aussi, c'est que les gens qui sont très en détresse vont avoir quelquefois de la difficulté à avoir des rendez-vous avec des psychiatres. Et donc, quelquefois, bien, il y a ce mouvement qui repart en disant, bien, est-ce qu'on rendrait des prescriptions par un pharmacien ou par un psychologue plus facile? Mais bon, ça se discute, mais en général, je dirais que notre contact psychologue-psychiatre est harmonieux et reconnu. On fait des choses différentes et puis en même temps complémentaires. Et puis il y a beaucoup de respect de part et d'autre. Et puis en même temps, bien la reconnaissance de la profession dans la population générale est aussi quelque chose qui est très pointu, qui est très C'est ce que j'ai reconnu. Donc, constaté. oui. Et je me demandais, enfin, c'est une question un peu, c'est pas facile non plus d'y répondre, mais c'est une majorité de psychologues qui seraient peut-être pour un possible pouvoir de prescription au Québec, ou c'est plutôt l'inverse, une majorité serait contre? Alors, Je ne sais je pas si ne vous en connais pas le savez quelque chose. pourcentage, mais il y a des gens, il y a des psychologues qui sont très pour, par exemple, je pense à des neuropsychologues qui ont peaufiné leur expertise, qui voudraient probablement avoir la possibilité de prescrire des médicaments pour le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Et donc, dans des choses très pointues, des antidépresseurs, des anxiolytiques, ça se discute par rapport à ça. Mais il y a aussi des psychologues qui ne veulent pas ce pouvoir, non pas parce qu'ils se sentiraient débordés par cette nouvelle expertise, mais plutôt parce qu'ils sentent que ça change le lien. Et effectivement, il y a des collègues qui disent, est-ce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, je pourrais prescrire un arrêt de travail? Est-ce que Oui, après, il y a quelqu'un l'extension. d'autre qui le fasse? Alors, comme je vous dis, c'est très complémentaire. Notre pratique est très complémentaire. On se réfère mutuellement des patients en sachant qu'on a des expertises différentes dans le respect. Et donc, là, ce mouvement-là, bien, C'est pas la réactive. même responsabilité aussi, parce que s'il y a un souci après une prescription, c'est plus la même chose. Et il y a beaucoup Voilà. de questions qui sont liées à ça. Et je pense que le fait que justement on soit si en déficit de soins rapidement, je pense que notre prochain défi ça va Québec peut-être va pousser. être ça. Voilà. Ça va faire en sorte que des jeunes qui sont suicidaires puissent avoir de l'aide rapidement, des personnes qui sont vraiment incapables de pouvoir avoir de l'aide rapidement puissent l'avoir en milieu hospitalier. On est débordé. Cette confiance de la population dans la profession, cette diminution des préjugés qu'on a pu observer au fur et à mesure des années au Québec. Il y a beaucoup moins de préjugés pour consulter. Ça se parle ouvertement, beaucoup plus maintenant chez les hommes. D'ailleurs, j'ai pu voir la différence. Là, je donnais des formations dans les Forces armées canadiennes au départ de ma pratique. Maintenant, c'est très bien accepté d'aller voir un psychologue sans qu'on se sente fou ou sans qu'on ait l'impression d'être psychotique. Donc, Tout ça, c'est le travail de l'ordre, finalement. ça fait en sorte qu'il y a une grande demande et effectivement,
effectivement, ça fait en sorte qu'il y a des grandes listes d'attente. Par exemple, à l'Institut, bien, ça fait des mois et des mois qu'on ne peut plus recevoir de nouveaux patients parce qu'on a énormément de demandes pour être suivis. Alors, mais il y a quelque chose derrière. Quand j'interviewe des Québécois, il y a une question à chaque fois enfin, il y a quelque chose qui m'arrive à l'esprit. Je vais vous expliquer. J'ai l'impression que l'ordre ne constitue pas un problème, qu'au contraire, ça pourrait même être un appui, mais on n'en parlerait pas finalement si je ne pose pas la question. Et j'aime bien essayer de comprendre quelle place a l'ordre dans l'esprit d'un psychologue au Québec. Est-ce qu'il est perçu comme un endroit ressource? Est-ce qu'il est perçu comme un endroit dont on n'a pas besoin spécialement et qui s'occupe de l'image de la profession? Voilà, je me pose cette question. J'ai l'impression il est perçu positivement par tout le monde. Et pourtant, Michel Roy, dans la première interview, nous parlait du fait qu'il y avait une inspection, mais il le valorisait en expliquant que c'était un accompagnement tout de même des professionnels qui pouvaient parfois avoir besoin d'un renforcement de leur pratique. Donc, je me demande comment est perçu l'Ordre des psychologues du Québec. Et j'ai presque envie de dire, j'ai l'impression qu'aucun psychologue ne s'en plaint. En fait, il faut comprendre la différence entre qu'est-ce qu'un ordre professionnel et qu'est-ce qu'une association de professionnels. On a les deux au Québec. On a l'Ordre des psychologues du Québec et on a une association de psychologues. Le mandat de ces deux organisations-là est très différent. L'Ordre des psychologues s'occupe de la protection du public. Donc, il va s'assurer du permis, il va s'assurer de nous transmettre des de la formations. formation minimale, etc. Voilà. Le syndic va faire des inspections professionnelles, donc on va recevoir quelqu'un une demi-journée, presque une journée dans notre carrière, ça peut arriver plusieurs fois d'ailleurs, pour qu'on puisse vérifier la tenue de dossier, pour qu'on puisse vérifier nos compétences, pour qu'on puisse vérifier comment ça se passe dans le quotidien, de quoi on l'air nos rapports. Donc, il va s'occuper vraiment de la protection du public pour donner un permis aux gens compétents et il va nous exiger de la supervision. On doit faire de la supervision obligatoire. Ça donne donc une relation où on sait qu'il promulgue la profession auprès du public, mais en même temps, on doit se conformer aux exigences et ils sont là non pas pour être complaisants envers nous, mais ils sont là pour s'assurer de notre compétence parce que leur premier intérêt, c'est le public. L'association des psychologues, le premier intérêt de l'association, c'est nous. Donc, l'Association des psychologues promulgue aussi la profession, mais va avoir un regard beaucoup plus, je dirais, chaleureux, complaisant, va offrir des formations et va peut-être quelquefois nous défendre si on est accusé par le syndic parce que le syndic de l'ordre a reçu une plainte en notre nom. Comment ça se Donc, passe les psychologues peut radier des gens. Hein. On voit chaque fois qu'on reçoit le magazine une radiation parce qu'il y a eu des gestes déplacés, une tenue de dossier qui n'était pas à la hauteur, quelqu'un qui a dit sur sa plaque qu'il était docteur en psychologie alors qu'il n'a pas fait les stages et les études nécessaires. Donc, cette relation avec l'ordre est un peu ambiguë. On admire le travail qu'ils font pour nous, cette reconnaissance de la profession qui est faite dans tous les médias, cette rigueur envers notre expertise, mais en même temps, on la craint un peu parce que quand le syndic vient faire une inspection, on espère être à la hauteur parce qu'il y a une possibilité de radiation. Et s'il y a une plainte qui est faite par un de nos patients, bien, il va aller se plaindre au syndic de l'ordre et l'ordre va faire une enquête pour vérifier si effectivement la personne a été lésée. Donc, on garde toujours en tête que l'ordre, c'est la protection du public qui est son premier intérêt. Alors que l'association, va prendre en considération nos défis, nos difficultés en tant que professionnel, peut quelquefois faire des recommandations à l'ordre en disant, écoutez, ce psychologue-là a fait telle et telle chose, ou bien il faudrait améliorer la profession de telle façon, il faudrait défendre davantage nos intérêts plutôt que de défendre les intérêts du public. On a besoin d'être davantage, appuyé, et ça, c'est l'association qui va faire ce travail. Ça arrive assez souvent, les plaintes du public, finalement. C'est compliqué aussi de répondre à cette question, mais une des craintes que peuvent avoir ceux qui n'ont pas d'ordre, c'est une déferlante de plaintes de la part des patients, etc. J'ai l'impression que c'est amené d'une manière assez propre par l'ordre. Il y a une enquête assez sérieuse et j'imagine pas. Une enquête très rigoureuse qui est faite et on laisse de la place aux professionnels pour pouvoir expliquer, se défendre effectivement. Mais en général, on la trouve positive, cette possibilité-là. Par exemple, quand je donne la formation avancée
pour le trauma, pour le stress post-traumatique, je la donne auprès des psychologues, mais quand on me demande de la faire auprès de toutes les professions, je vais leur dire, je vais l'autoriser seulement une inscription d'un participant qui fait partie d'un ordre professionnel, et je leur dis carrément, parce que je veux que vous puissiez être poursuivis si vous faites des stratégies et que ça entraîne des régressions et que ça entraîne des séquelles. Donc, c'est pas parce qu'on on a une formation. C'est une responsabilisation des professionnels, ce qu'on Oui, peut avoir pas mal de fois du mal à entendre dans notre pays, malheureusement, mais je comprends, parce que ça peut paraître sexe que ce qui est dit, mais d'une certaine manière, ça responsabilise aussi, quoi. oui, mais c'est pas parce qu'on a reçu une formation qu'on va le faire à gogo avec des patients. Et je leur dis souvent, si vous effectuez une formation et que ensuite vous appliquez les stratégies, vous êtes responsable de ce que ça va induire. Donc, vous ne pouvez pas appliquer une stratégie si vous n'êtes pas capable de ramasser et de ce que vous allez provoquer. Et ça, j'exige à ce moment-là pour la formation très avancée que vous puissiez faire partie d'un ordre professionnel qui comporte un syndic, parce que je veux que les gens puissent se plaindre si vous faites des choses que vous n'avez pas la compétence d'appuyer. On travaille avec le trauma, on travaille avec l'extrême de la psyché humaine, on travaille avec des régressions qui peuvent être très importantes, des symptômes dissociatifs qui peuvent être bouleversants pour le thérapeute, mais ce n'est pas parce que vous avez fait une formation de 3 jours que vous pouvez appliquer cette stratégie-là sans aucune responsabilité professionnelle. Donc oui, ça peut être effectivement quelque chose de très important et on le reconnaît, mais en même temps, évidemment, comme psychologue, ça nous fait toujours un peu, on espère être à la hauteur de la profession. Comment ça se passe entre l'ordre et l'association, peut-être en quelques mots, parce que j'ai l'impression que c'est comme un contre-pouvoir qui viendrait équilibrer quelque chose. Ils s'entendent bien les deux ou pas Ça vraiment? dépend du sujet, mais c'est bien. Je trouve ça sympa. Parce qu'on c'est des psychologues. C'est des Oui, psychologues à gauche et à droite, donc bon, c'est déjà une même culture et d'accord. absolument, tout à fait. Et c'est sympa d'avoir justement ces discussions, cette vision des choses, hein, qui permet, je trouve, un dialogue qui est plus fertile, tout à fait, que s'il y avait juste une des entités. Alors, une petite question, on arrive vers la fin, mais une petite question, on ne va pas appeler ça une partie critique parce que ça ferait trop français, une partie amélioration. Amélioration, ça fait plus québécois. Qu'est-ce qu'on D'accord. pourrait améliorer dans les années à venir pour la profession de psychologue au Québec? Est-ce que vous voyez quelques éléments, quelques pistes qui seraient intéressantes à mettre en place ou tout est parfait au Québec? Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que tout est parfait, mais je pense qu'on a eu quand même un mouvement intéressant au Québec où les psychologues ont été, on considère qu'ils ont été très mal payés dans le milieu public Ouais. hospitalier. Et donc, on a vu toute une migration des psychologues de milieu hospitalier qui pouvaient gagner, je vous dirais, par année, 40 000, 60 000 par année. Vraiment, on a senti la nécessité de bonifier le revenu des psychologues en milieu hospitalier parce qu'il y avait vraiment une énorme différence avec les autres professions. Ils étaient moins bien payés que les autres pourtant leur expertise. Et ça s'est fait surtout avec un certain gouvernement qui était beaucoup plus, comment dirais-je, médicalisé peut-être. Et on a donc vu ces dernières années une migration des psychologues en clinique privée. Il faut comprendre qu'ici, au Québec, les patients peuvent se faire rembourser les séances de psychothérapie et puis que ça peut être considéré aussi dans les impôts. Ils peuvent déduire ça dans leurs frais médicaux. Mais néanmoins, moi qui ai travaillé 17 ans dans le milieu hospitalier, j'ai vu ça avec beaucoup de deuil. C'est-à-dire qu'on avait quand même tous la vocation d'offrir quelque chose de complètement gratuit, illimité, dans le milieu hospitalier et avec ces conditions de travail qui se sont détériorées. Il n'y a pas juste le salaire, hein, il y a eu aussi les listes d'attente qui se sont rajoutées. Et donc, avec les coupures budgétaires qui ont été faites à cause d'une restriction budgétaire sociale, Ouais. les salaires sont restés vraiment très, très faibles. Et donc, moi, je dirais très subjectivement que j'ai vu ça avec beaucoup de tristesse et que je pense que ça va de rendre la profession encore plus accessible, de faire en sorte que les gens attendent moins.
eux qui y croient beaucoup maintenant, qui veulent consulter, la population québécoise consulte beaucoup des psychologues en qui ils ont beaucoup confiance et quelquefois, ils doivent attendre, il y a une liste d'attente importante. Ça serait un souhait que la profession puisse être encore plus accessible. Elle l'est beaucoup déjà, mais comme je vous le dis, on consulte beaucoup. Et donc, ça serait un souhait que la profession puisse être encore plus accessible à ceux qui en ont besoin et particulièrement ceux qui sont en besoin urgent. Une dernière question. Quel conseil vous pourriez donner à de futurs psychologues? Ou des psychologues français ou des psychologues québécois? À des psychologues, on va dire. On pourrait faire les deux, mais bah oui, pourquoi pas français? Allons-y alors, parce que vous connaissez un petit peu l'état de la question en France, de loin. Et puis, vous êtes déjà venu pour donner quelques formations. Oui, tout à fait. J'ai Vous avez beaucoup entreaperçu des choses? Oui, tout à fait. Bien, d'ici, on regarde un petit peu les psychologues français en trouvant dommage que leur profession ne soit pas plus reconnue au point de vue social. Il y a beaucoup de mes collègues qui disent ouvertement qu'ils ne travailleraient jamais en psychologie en France parce que justement, cette profession n'est pas assez reconnue dans le milieu médical. Malheureusement, souvent, les stagiaires étudiants français, on les adore parce qu'ils ont une formation théorique extraordinaire. Hein? Vraiment, il y a une capacité de conceptualisation fabuleuse, mais on reconnaît leurs failles au point de vue clinique et au point de vue de la recherche. Et c'est peut-être ça notre vision, c'est quand on sait qu'il y a un psychologue français qui demande une reconnaissance, tout le monde sait qu'il va avoir une façon d'expliquer le problème de façon extraordinaire, mais on se demande toujours quelle est la formation clinique concrète, de supervision, de formation. Quelle est la façon d'être, la façon d'interagir, pas juste au point de vue théorique et conceptuel, mais au point de vue dans le concret avec des patients. Et puis, la connaissance de la recherche. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de la recherche anglo-saxonne, la recherche américaine. Et on se retrouve ici un peu entre deux mondes. Hein. On connaît On bien a la ce culture blocage française. avec la langue, mais on a ce blocage avec la langue anglaise. Je pense que c'est une des explications qui. Tout à fait, tout à fait. Puis nous, ben, malheureusement, le petit îlot francophone, on a beaucoup d'inconvénients. Mais l'avantage, c'est qu'on est assez au fait de la recherche anglo-saxonne et américaine, tout en ayant notre cœur, notre âme et nos racines françaises. Et donc, ça aussi, c'est notre vision de la psychologie en France ressemble un petit peu à ça. Bon, parfait. Le message sera lancé en tout cas. J'espère qu'il sera bien entendu auprès des collègues. Donc, un Oui, quatrième. parce que si vous Ouais. désirez venir ici et puis demander vos équivalences, vous allez peut-être trouver le processus ardu, mais après ça, on vous adore et on ne veut plus vous laisser Ah bon, partir. Et puis en plus, vous allez pouvoir travailler à gogo. Alors donc, c'est oui. merveilleux. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il faut être quand même titulaire d'un doctorat. Ça, c'est ce que je dis à tous ceux qui me demandent comme conseil comment ils peuvent faire. Sans doctorat, je pense que le parcours n'est pas facile. Et quand on a un doctorat, bon, il y a quelques stages ou quelques cours à récupérer. Mais quand on n'a pas de doctorat, ça devient compliqué quand même. Ça me semble un attendu obligatoire quand même. Et vous Voilà, avez... mais l'Ordre des psychologues s'occupe de toute la reconnaissance Oui, et c'est vraiment exactement. du cas par cas. Ils vont étudier tous les Ouais, ouais. dossiers, vérifier l'équivalence ensuite et vérifier pour chaque personne quelles sont les exigences qui sont à rajouter. Donc, on ne peut pas généraliser, malheureusement, ça dépend vraiment du Oui, oui, parcours. bah oui, oui, ça dépend exactement du parcours. C'est pour ça qu'il faut avoir tous les justificatifs Voilà. pour pouvoir prétendre travailler chez vous. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci Euh, beaucoup. Ça fait plaisir. et puis, si les gens sont frustrés par la vidéo, bah, ils ont 4 livres sur Amazon à aller chercher. Voilà, Mais s'ils sont très, très, très frustrés, ils ne voudront pas lire les livres. c'est vrai. Ou alors, ils ont qu'à venir et ils prennent un avion et puis ils arrivent en 6 heures à Montréal. Voilà. Avec grand plaisir. On adore nos cousins français ici. Merci pour tout, en tout cas. Merci Pascal. Et puis, j'espère à bientôt. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous. Aussi, au revoir.